Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien commencé la journée. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Gay et je suis avec mes collègues Naomi et Gabriela et nous mettons en place la communauté de pratique pour nos villes. Nous sommes ravis d'être de retour avec vous en 2023 pour parler de nos rues urbaines que nous allons ouvrir. Juste pour vous rappeler quelques petites choses sur Zoom, vous pouvez avoir accès à cette conférence en anglais comme en français. Si vous souhaitez écouter l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le petit icône de l'atlas, du globe en bas à droite et cliquer sur français. Vous avez aussi les sous-titres en direct en cliquant sur CC en bas à droite de votre écran. Pour que cette séance soit la plus dynamique possible, Gabriel va aussi partager des notes dans le chat. Vous pouvez parler de votre projet, vous pouvez mettre vos coordonnées. On va aussi prendre des notes. Alors, vraiment, appropriez-vous de cet espace. Écrivez d'où vous venez dans le chat et nous tenons à ouvrir en reconnaissant les impacts continus de la colonisation et le fait que la réconciliation est un engagement continu en chacun de nous. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de vivre, de rassembler, d'apprendre et de travailler dans la communauté sur ce territoire. Et en tant que bâtisseurs communautaires, nous nous engageons à prendre soin de la terre et des êtres avec qui nous la partageons. Et je vous parle aujourd'hui du territoire traditionnel et non cédé des peuples Coast, Salish, Squamish et Tsleil-Waututh, dont la relation avec la terre se poursuit jusqu'à ce jour. Je suis sur la côte pacifique dans la ville de Vancouver. Le travail de CEI se déroule sur toute l'île de la Tortue, qui a traditionnellement été et est toujours le lieu de vie de nombreux peuples divers des Premières Nations. Aujourd'hui, nous avons aussi la présence de nos collègues des fondations communautaires du Canada. Donc, je laisse Hayley prendre la parole. D'accord, merci beaucoup. Comme j'ai dit, je m'appelle Hayley. Je tiens aussi à m'associer à la reconnaissance territoriale de Gay. Je suis chargé d'un projet. Ma collègue Yom et moi, on fait presque le même travail, mais Yom s'occupe surtout du côté francophone. Donc, nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui. On travaille derrière, en coulisses, du côté administration. Et on est vraiment très content d'être aujourd'hui ici. Merci beaucoup, Gay. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est Rue ouverte, communauté ouverte. Et c'est notre partenaire communautaire, Dea Benny, qui a rendu cela possible. On a commencé à planifier cette séance en été, quand toutes les activités de rue se déroulaient autour de nous. Et ça nous a inspiré sur les différentes approches et opportunités de création de lieux. Et on sait que ça prend beaucoup de temps de planifier. Donc, on commence cette discussion en janvier. Et nous sommes ici pour parler de Open Streets, les rues ouvertes. Donc, on a profité de l'occasion pour inviter les participants à My Main Street, c'est-à-dire un investissement de 23 millions de dollars qui vise à stimuler les affaires et à redonner du dynamisme aux collectivités locales du sud de l'Ontario à la suite du COVID-19. Et ça, c'est mené par l'Agence fédérale de développement du sud de l'Ontario. Donc, avec GIA, nous avons aussi la participation de deux panélistes hors pair, Christy, qui partagera avec nous son expérience avec Roebuck Street, le, le programme des rues ouvertes, qui se trouve au cœur du centre-ville de Brooklyn, dans la ville de Whitby. Et cette connexion avec la ville de Whitby a été rendue possible par nos collègues de My Main Street. Alors, merci beaucoup. Et on a aussi Tracy de l'Alberta,
qui se joint à l'organisation Ever Active Schools. Donc, Tracy et collègues vont nous partager leur expérience avec le projet Activating Community Play. Donc, vraiment, bienvenue à tous. Et après la présentation et la discussion avec les panélistes, Naomi va animer une période de questions avec l'auditoire. Donc, n'hésitez pas à ajouter vos questions et vos réflexions dans le chat à tout moment et on va les collecter ensuite pour les questions-réponses. Voilà tout ce que nous avions à dire. Gia, à toi de reprendre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà. Bonjour tout le monde, voici notre séance rue ouverte, communauté ouverte, rendons les rues à la population. Aujourd'hui, on va voir comment on peut se réapproprier les rues. Kirsty et Tacy vont nous expliquer aussi comment elles ont ouvert leur rue à leur communauté. Donc, je vais me représenter. Je m'appelle Gia Bani, gestionnaire de projet à 880 Cities. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, 880, nous sommes un organisme à but non lucratif et notre mission est de susciter l'action et de bousculer le status quo pour créer des villes plus saines, plus équitables et plus durables pour tous. Et nous obéissons à une question très simple, c'est-à-dire, et si tout ce que nous faisions dans nos villes était bon pour un enfant de 8 ans et une personne de 80 ans? Et pour ceci, nous avons 3 ingrédients clés. C'est ce qu'on appelle les 3 droits. Le premier, c'est le droit à la mobilité, c'est-à-dire que tout résident a le droit de circuler dans une ville ou dans un quartier de manière simple, facile, durable. On a aussi le droit à l'espace public, c'est-à-dire que tous les résidents ont droit à l'accès au parc public, aux espaces verts et aux activités qui s'y déroulent. Et troisièmement, le droit de participer, c'est-à-dire que tout résident a le droit de participer à la prise de décision, des décisions qui ont une incidence sur leur sentiment d'appartenance et sur leur environnement. Donc tous ces droits sont très intimement liés, comme vous pouvez le voir. Avant de passer au vif du sujet, nous aimerions savoir ce qui vous amène ici aujourd'hui. Donc voici le sondage. Qu'est-ce qui vous a fait venir aujourd'hui? Est-ce que vous planifiez une rue ouverte pour le printemps ou l'été 2023? Est-ce que vous avez planifié une rue ouverte par le passé? Est-ce que vous avez participé à des rues ouvertes dans votre collectivité? Est-ce que vous êtes là pour apprendre et pour trouver de l'inspiration? Peut-être que vous avez aimé les séances de mobilisation d'ICS et que vous y participez aujourd'hui pour en savoir plus sur le placemaking, ou peut-être que c'est encore une autre raison. Allez-y, répondez au sondage. Il reste 15 secondes au sondage. Excellent, vous êtes là pour être inspiré, pour en savoir plus. Excellent, je vois que certains d'entre vous ont planifié une rue ouverte au préalable. Il y en a qui participent encore à certaines animations rue ouverte. Je vois qu'il y a Carole qui fait une étude sur la micromobilité et l'inclusion. Il y en a d'autres qui plaident pour le travail d'amélioration de la rue Young. Donc voilà, pourquoi est-ce que nous faisons ce travail dans les rues? Pourquoi est-ce qu'on reconquiert les rues? Bien, premièrement, les rues sont nos espaces publics les plus vastes et les plus accessibles. Beaucoup de quartiers n'ont pas accès à des parcs parfois, et les parcs parfois ne sont pas, ou les rues ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants. Donc les voitures empêchent les cyclistes ou les piétons de
circuler. Donc, quand on a des espaces plus protégés, ça encourage le commerce local. Et finalement, nous voulons remettre en cause l'idée que les rues sont faites pour les voitures exclusivement. Donc, voici quelques approches de reconquête des rues. À gauche, vous voyez le parc temporaire de Kitchener, en Ontario. Donc, on a bloqué une partie de la rue King, devant la mairie, devant l'hôtel de ville de Kitchener, et c'est là que tout le monde a pu jouer, les enfants, et cetera, et tout le monde a pu vraiment tisser des liens sociaux. Le but ici, c'était de faire monter l'enthousiasme et de rassembler tout le monde. La deuxième image que vous voyez à l'écran, c'est une image du festival de rue Le Goût de la Petite Italie, Taste of Little Italy, à Toronto, en Ontario. En général, le but principal de ces festivals de rue, c'est d'encourager les commerces et les restaurants locaux en leur donnant un espace sur la rue pour qu'ils puissent faire la promotion de leurs produits et les vendre. Et c'est aussi un excellent moyen de rassembler la communauté. Et nous voulons reconquérir les rues aussi, simplement pour encourager les gens à marcher. Vous voyez ici l'exemple à Whitby, on va en entendre davantage tout à l'heure. On a aussi un autre exemple à St. John's, à Terre-Neuve. On a aussi les rues écoles et les rues terrain de jeu. Donc, School Streets Rue École, c'est un programme qui ouvre les rues aux enfants, aux parents, aux éducateurs, qui peuvent circuler sans avoir peur des voitures. Et Play Streets, les rues terrain de jeu, c'est pour permettre aux enfants de jouer tout simplement sur la chaussée. Ensuite, on a le programme Rue ouverte à San José en Californie et Toronto, ici au Canada. San José, temporairement, a fermé 10 km de rue pour rassembler, fédérer les communautés pour qu'ils puissent circuler à vélo, à pied. Ça a commencé en 2015 et le dernier s'est déroulé en 2022. À Toronto, ils ont fermé 5 km temporairement. Et si vous connaissez bien la ville de Toronto, c'était sur Yonge et Lord. La vocation de ces programmes est de promouvoir l'activité physique et de montrer un nouveau visage de la ville. Et ces programmes sont menés par des membres de la communauté. Donc, il y a plusieurs façons de se réapproprier les rues, mais le but doit être clair. Est-ce que c'est pour augmenter l'activité commerciale? Est-ce que c'est pour faire en sorte que les enfants jouent? Ça peut dépendre. Et selon votre but, eh bien, vous ajustez le tir. À notre avis, il y a 4 ingrédients essentiels dans un programme de rue ouverte qui pourra vraiment décupler son utilité. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait un lieu emblématique. Deuxièmement, la longueur du parcours. Troisièmement, la durée. Et quatrièmement, la fréquence. Il faut que ce soit régulier. Tout d'abord, le lieu emblématique ou une route d'importance, par exemple l'avenue du Parc à New York ou l'avenue de la Réforme dans la ville de Mexico. C'est vraiment spécial de pouvoir marcher dans ces rues à pied. C'est ça qui donne son éclat à ce programme. Donc, il faut trouver un parcours reconnaissable, connu, et souvent une ville emblématique ou une rue emblématique. C'est peut-être pas l'endroit le plus juste dans la ville, donc choisissez bien le quartier et ensuite choisissez une rue d'importance. Et cette rue, ça va vraiment être la colonne vertébrale de votre programme. Et puis ensuite, vous pouvez rajouter quelques rues qui s'y rattachent. Troisièmement, la longueur du parcours. Notre expérience nous a montré que pour les villes de plus de 250 000 habitants, 10 km, c'est l'idéal. Et pour les villes de moins de 250 000 km, 5 km, c'est l'idéal. Et il faut que cette route soit connectée, le parcours soit connecté à des quartiers de différentes densités, de différentes colorations ethniques, de différents niveaux socio-économiques.
et il faut que ce soit bien prévu pour les piétons et les cyclistes. Troisièmement, la durée. Nous avons vu que si les programmes durent au moins 4 heures, c'est là qu'on arrive à attirer un plus grand éventail, de participants. Les personnes plus âgées, par exemple, préfèrent venir le matin, alors que les commerces, en revanche, sont actifs l'après-midi. Donc, si vous prévoyez la journée entière, vous pouvez attirer presque tout le monde. Quel jour est le meilleur? Eh bien, le dimanche, c'est le jour le moins perturbateur pour la circulation routière, donc beaucoup de programmes se déroulent le dimanche. Et s'il y a des lieux de culte sur votre parcours, c'est important de les inclure aussi et d'y penser. Quatrième pilier, la fréquence. Plus votre rue ouverte est fréquente, plus vous allez véritablement changer les habitudes des gens. C'est ça le but, hein, au départ du programme Open Streets. Donc voici quelques approches. Si vous avez planifié et organisé une rue ouverte, est-ce que vous avez eu quelques difficultés? Si c'est le cas, on aimerait bien en savoir plus. N'hésitez pas à vous faire entendre. Indiquez-le, écrivez-le dans le chat en bas à droite et on va lancer la discussion. Excellent, Teresa. Je vois que Teresa nous dit que beaucoup manquent d'espace de stationnement. À l'écran, vous voyez un site OpenStreet Project. Et si vous cliquez sur Toolkit, vous allez voir plusieurs sections. C'est important de solliciter les gens dès le début. Comme ça, tout le monde peut être impliqué dans le processus de planification. Donc, voici le toolkit. Nous avons une section début, Getting Started en haut à gauche. Donc, ça passe par la formation d'une équipe solide, vendre votre idée de départ. Il y a une section qui s'appelle Planifier le parcours. Comme j'ai dit, ça, c'est un des ingrédients clés qui va avoir une incidence considérable sur votre programme. Et ensuite, le financement du programme, très important, comme vous le savez bien. Cette section va vous donner des idées pour trouver des bailleurs de fonds et des appuis financiers. Et quatrièmement, le marketing, donc la publicité qu'il faut faire pour attirer du monde. Donc, comment est-ce que vous mettez cette roue verte sur le marché dès le début dès le début de la conception jusqu'au jour J? Ensuite, en orange, on a une section logistique avec des conseils sur les bénévoles, comment les recruter, comment les former, comment les garder. Et il faut aussi planifier à l'avance, hein. On commence déjà ce travail en janvier alors que ces rues ouvertes ne verront le jour qu'en juillet ou en juin. Donc, c'est ça la logistique, c'est la prévoyance. Et finalement, on a l'évaluation. Ça aussi, c'est très important. Planifier à l'avance. Comment est-ce que vous allez recueillir des données? Comment est-ce que vous allez évaluer votre rue ouverte? Parce qu'ensuite, quand vous allez demander davantage de financement, ils vont vouloir des résultats concrets. Donc ça, c'est important. Voilà ce qui conclut ma présentation. Mais ceux qui ont participé à OpenStreets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? D'après vos observations, de quelle façon les rues ouvertes contribuent à ce sentiment d'appartenance et de bien-être dans vos communautés?
Donc, expliquez-nous votre expérience dans le chat, si vous avez des petites anecdotes ou un témoignage dont vous souhaitez nous faire part. Christy et Tracy maintenant. Donc, Christy vient de la ville de Whitby et elle va nous parler du projet de Roebuck Street et Tracy de Ever Acting Schools. Qui nous expliquera son initiative à elle. Donc, Christy, tout d'abord, allez-y. Présentez-vous, expliquez vos projets à tous les participants et dites-nous pourquoi vous avez choisi cette rue-là pour rassembler tout le monde. Ok, c'est moi qui commence alors? Très bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christy Cross, je suis gérante pour la ville de Whitby. J'ai un travail très intéressant, je fais beaucoup de développement du centre-ville. Je travaille sur les façades aussi, c'est très important pour notre portefeuille dans la communauté et on a eu beaucoup de chance de recevoir le financement nécessaire pour ce projet qui a commencé l'été dernier et nous allons continuer à travailler dessus cette année aussi. Whitby se trouve sur le territoire traditionnel de la Première Nation de Mississauga. Nous sommes juste en dehors de Toronto, dans la zone d'Ontario. Notre ville compte environ 140 000 habitants, une ville moyenne, et nous avons deux centres-villes historiques, Whitby et Rockland. Et ces deux communautés présentent des bâtiments très anciens, très historiques. C'est très joli, on est chanceux. Et on s'est penché sur Roebuck Street, qui est une toute petite rue secondaire, parallèle à Baldwin Street, notre rue principale. Ceux du coin connaissent l'autoroute 12 qui passe juste à côté. Et nous avons eu beaucoup de chance parce que dans ce cas, la rue n'avait que 3 commerces et était attachée à un parc urbain du centre-ville. Et c'était vraiment le lieu de rencontre communautaire de Brooklyn. On a beaucoup de très beaux arbres, un pavillon extérieur, des très beaux arbres, des mélèzes. Donc, il y avait beaucoup d'attrait. Heureusement, il y avait beaucoup de stationnement, beaucoup d'espace de stationnement aux alentours également. Et on s'est rendu compte que la rue était faite en asphalte aussi. Donc, quand on la fermait, ça devenait facile d'accès pour tous les citoyens. On a eu des petits événements musicaux. On avait même un grand attrait pour tout le monde, c'est-à-dire une boutique de crème glacée en été. Ça fait beaucoup d'heureux en été. Donc, en logistique, vraiment, c'était le meilleur endroit à choisir. Et sur le plan historique, ça a aussi été identifié dans certains de nos plans stratégiques que nous avions élaborés avec notre comité consultatif pendant plusieurs années. Ils avaient envisagé d'ailleurs de fermer cette rue. Donc, ça réunissait toutes les conditions que nous avions et nous étions ravis d'obtenir le soutien nécessaire. Super, merci, Christy. D'accord, Tracy? Oui, grâce au partenariat de la ville de Calgary et au financement que nous avons eu, nous adaptons et nous modifions beaucoup de sites urbains, des routes résidentielles pour encourager des activités à l'extérieur de manière sûre. Deuxièmement, nous encourageons des activités familiales avec des interventions tactiques pour faciliter
les déplacements des personnes dans leur communauté en utilisant des moyens multimodaux. Troisièmement, ce projet vise à accroître la sensibilisation au potentiel et au dynamisme des espaces communautaires dont les résidents locaux n'étaient peut-être pas conscients, en encourageant l'utilisation continue des espaces publics et des routes tout au long de l'année. Grâce à ce projet, les membres de la communauté auront de multiples occasions à Calgary de contribuer à la création d'espaces publics sécuritaires et dynamiques et aussi d'améliorer les itinéraires de transport actifs sur un trajet de 2 kilomètres. Les avantages de créer cette expérience avec les membres de la communauté comprennent l'encouragement des déplacements actifs, soutenu par l'allègement du temporaire de la circulation, l'apprentissage et l'exploration en plein air, le renforcement des capacités communautaires grâce à une initiative conjointe et une invitation aux membres de la communauté à faire l'expérience du changement et à comprendre le potentiel de leur quartier. Les 3 communautés sélectionnées sont dans le Grand Calgary et la sélection de ces communautés s'est faite assidûment. Il y en a une qui a un accès aux écoles. Beaucoup de communautés scolaires pourront venir. Il nous faut un minimum de 8 écoles pour notre projet et c'est aussi très proche, on peut y aller à pied d'autres corridors. Donc ça nous donne au moins une bonne connaissance de notre communauté et le financement se fait par le biais de la ville de Calgary. Et cette tactique nous donne une bonne connaissance de la communauté, par exemple le niveau d'engagement de la communauté scolaire ou les communautés dans lesquelles nous travaillons, l'association communautaire, les habitudes de circulation et ce qui est très important, les barrières à au transport actif. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette approche centrée sur les rues? Bien, ça, c'est important. Les trottoirs et les rues polyvalentes peuvent être un atout. On utilise toutes ces infrastructures, qu'on soit piéton ou en fauteuil roulant, à vélo, en voiture, parfois on stationne, parfois on joue au hockey dans la rue dessus. On les utilise tous. C'est important dans nos vies et il faut bien comprendre comment les partager de manière sûre et de manière efficace. Merci. Merci, Tracy. Oui, il y a quelque chose que vous avez toutes les deux dit. À Calgary, il y avait déjà une culture existante de voyage et de déplacement scolaire plutôt qui existait déjà. Et la rue que vous avez choisie était déjà liée à un parc, donc il y avait déjà une certaine affluence. Donc ça, c'est une bonne leçon. Il faut choisir un endroit qui vous facilite la tâche, surtout si c'est un concept nouveau. Il faut convaincre tout le monde que ça marche vraiment et puis ensuite, vous pouvez passer aux endroits qui sont un peu plus ardus. Donc Tracy, votre projet n'a pas encore commencé, c'est bien ça? Oui, on a 3 cycles d'activation. Il y en a un qui sera en avril, ensuite en mai et ensuite en juin. Oui, donc vous êtes dans les transes de la planification en ce moment. Oui, c'est bien ça. Et Tracy, comment est le processus? Comment est-ce que vous donnez vie à ce genre, de projet? Comment est-ce que vous engagez la communauté? Comment est-ce que vous recrutez des bénévoles? Et à quelles difficultés est-ce que vous vous êtes, heurtés? Christy, Tracy? D'accord, Tracy. Oui, comme on l'a dit, nous sommes en pleine planification des itinéraires en ce moment. Heureusement, on travaille avec les écoles sur les trajets, sécuritaires. Donc ce que ça nous permet de faire, c'est d'avoir des informations sur les déplacements des familles et toutes les barrières à la
au transport actif. On a tout, la distance, l'âge, la météo, tout ça, ça peut être des barrières. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on a des espaces dans ces communautés où la circulation est très difficile pour tous. Et ça nous aide à planifier. Et avoir un partenaire comme la ville de Calgary, c'est très important aussi. Mais bien entendu, pour ces projets, il faut engager les associations communautaires, les associations de résidents, les boutiques de vélos dans la région, tous ceux qui vont jouer un rôle et qui peuvent nous aider dans l'activation. Mais le tout premier pas, quand nous sélectionnons la communauté, c'est en fait, il nous faut des voix puissantes qui peuvent vraiment parler pour nous, qui peuvent nous aider à commencer dans les endroits où c'est plus facile et puis ensuite on augmente la difficulté. Et dans ces communautés, on sait qu'on a une fondation solide et on connaît aussi certains des désirs des associations communautaires. Par exemple, dans la communauté de Brighton, nous savons qu'ils ont un itinéraire riche déjà, mais il est peu utilisé. En fait, le réseau est tellement long et étendu que les gens se perdent. Donc, on va travailler avec l'association de la ville et des associations communautaires pour aider tous les utilisateurs à s'orienter. D'accord, on va parler des difficultés juste après. Oui, il nous faut des champions, tout à fait. Ça, c'est tout à fait vrai. Notre projet a été introduit l'été dernier. J'aime bien le mot projet pilote. Pilote, c'est bien, ça nous aide à un peu trouver nos repères, apprendre des erreurs et puis ajuster peu à peu. Je sais que beaucoup de gens sont parfois réticents au changement. Donc, quand on a étudié cette rue, en fait, on a commencé notre planification à l'été 2021 et nous avions quelques champions, quelques associés de poids. On avait la municipalité et à l'époque, en été 2021, on est allé rencontrer les différents commerces de la rue parce que c'est eux qui allaient euh, être les plus concernés par cette fermeture de la rue. Donc, on leur a demandé, est-ce que vous voulez que la rue soit fermée pendant quelques fins de semaine pendant l'été ou pendant 1 ou 2 mois entiers? On leur a demandé. Donc, on a parlé, on a vraiment dialogué en long et en large pour avoir le fond de leurs pensées. Et ça nous a aussi donné une possibilité de parler de certains des détails logistiques qui pourraient faire irruption dans ce projet. Il y en a un, c'était par exemple le restaurant, et l'autre, c'était la petite boutique de crème glacée. On a parlé de la taille du camion de livraison qu'ils utilisaient, les plus petits camions. Donc, on voulait vraiment veiller à ce qu'ils avaient un endroit pour recevoir leur livraison. Donc, on a parlé de logistique, où est-ce que les chauffeurs pouvaient se garer, et cetera. On leur a dit où ils pouvaient mettre leurs ordures. Et on leur a demandé peut-être s'ils pouvaient déplacer l'endroit où ils déposaient leurs ordures un peu plus loin dans la rue pour faire de la place. Et là aussi, ils étaient tout à fait d'accord. Donc, tous ces petits détails logistiques, on les a bien étudiés et réglés en amont. Et c'est ça qui peut faire vraiment augmenter l'adhésion, la conviction, l'enthousiasme des gens. Donc, on a eu cette bonne relation avec les membres du comité directeur de Brooklyn, de la communauté, et on a réussi à faire naître un certain enthousiasme très tôt. Au bout du compte, on a fermé la rue très tôt et je pense qu'1 mois avant la fermeture, nous avions déjà mis des panneaux pour indiquer que la rue serait fermée. Nous avions aussi informé tous les commerces dans la région, dans le centre-ville,
que cette fermeture allait se faire. Donc encore une fois, c'est un dialogue ouvert que nous avons mis en place et ça nous aide vraiment à naviguer et à aller au-devant de certaines des difficultés qui peuvent se manifester. Oui, tous ces points sont intéressants, la planification, la prévoyance, l'association avec, des acteurs influents. Je vois que vous faites intervenir le plus grand nombre possible de parties prenantes et ça, nous le saluons. Et Tracy, qu'en est-il de ton côté? Oui, il y a toujours des défis parce que de nombreuses organisations peuvent contribuer. Ce sont des projets d'envergure. Pour notre projet, les corridors de jeux seront ouverts pendant 3 4 jours, de mercredi à samedi. Donc on a de nombreuses organisations qui vont contribuer. Donc tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur l'activation. Par exemple, à Calgary, grâce à notre programme, on peut informer tout le monde. Mais les associations communautaires, elles sont vraiment investies dans ces communautés et elles veulent faire en sorte que la voix de la communauté soit entendue aussi. Donc il y a beaucoup de négociations, beaucoup de discussions sur ce qui sera le plus utile à cette communauté. Et ensuite, on a la question du personnel. Quand on a un événement sur plusieurs jours, il faut inviter encore plus de partenaires et veiller à ce que les stations d'activation soient suffisamment dotées en effectifs et en personnel. Par exemple, on aura les jeux autochtones. Ça, ce sera important. Il faut quelqu'un sur place qui, qui puisse animer. Donc, ça, c'est certains des petits, petits accros qu'on a connus. Et puis, on a réagi. Attends. Oui, nous, on a eu quelques petits problèmes internes. On a fait beaucoup de replanification. On a essayé d'anticiper certains problèmes qui finalement ne se sont jamais concrétisés. Une partie du projet, c'était une peinture murale qui a été faite par des artistes locaux. C'était écrit en très grand. Chaque lettre était dessinée par un artiste, mais on n'a pas de politique d'art public, d'art extérieur. Nous n'avions jamais fait de panel avec des artistes. On ne savait pas quelle peinture utiliser sur les murs extérieurs. On s'est rendu compte qu'il fallait vraiment créer un certain enthousiasme, un certain sentiment. Et on a trouvé une étudiante qui était vraiment excellente. Elle a fait des recherches sur la peinture à utiliser. On savait qu'il fallait utiliser une peinture temporaire parce qu'on allait rouvrir la rue à la circulation totale 2 mois plus tard. Donc, il fallait une peinture temporaire. Comment est-ce qu'on fait un appel d'offres aux artistes ou un appel à artistes? Tout ça, c'était des questions fondamentales. Nous avons beaucoup appris de cette expérience et ça nous aide dans notre planification de cet été. Et ce qui est bien, c'est que ça a fait vraiment mousser l'enthousiasme parce que beaucoup d'artistes se sont présentés. D'ailleurs, je suis fier de dire que j'ai une équipe pleinement féminine, 6 femmes, 6 artistes femmes. Elles travaillaient sur leur mural pendant une semaine. D'ailleurs, la communauté est venue pour assister à cette démonstration de talent artistique. Heureusement, pas loin, j'avais une connexion Wi-Fi, j'ai pu tout suivre et travailler sur internet en même temps. Et c'était formidable. Et quand vous voyez le regard des gens qui voient, qui admirent ce que la ville fait avec leur espace, leur quartier,
c'est formidable de voir cette ferveur, cette effervescence dans la ville, c'était absolument mémorable. Oui, je suis d'accord, je sais qu'on prévoit aussi des activités de peinture sur la chaussée, à Calgary aussi, et c'est tout un processus. Il faut remplir, les formulaires, les documents. Bon, c'est quelque chose à faire, à l'avance, mais c'est en fait la préparation de ces projets qui emballe les gens parce que tout d'un coup, on transfigure complètement le quartier et tout le monde s'émeut. En fait, c'est une excellente promotion pour notre événement parce que c'est à partir de là que le mot va commencer à courir et que les gens voient que le trottoir devient magnifique et les gens sont très contents. C'est un changement, c'est une nouveauté, c'est amusant, tout le monde adore. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est la meilleure vitrine possible, en fait, le processus de transformation. Et plutôt que de voir les gens se braquer et de dire: «Ah non, vous me prenez mon espace de stationnement, vous me prenez ma rue où je passe en voiture», eh bien, ils commencent à être contents et à attendre avec une certaine hâte de voir comment sera transformé leur quartier. Tracy, vous avez parlé de problèmes d'effectifs. Est-ce que vous pensez peut-être, aller chercher davantage de bénévoles? Oui, tout à fait. Nous avons la chance d'avoir, une équipe, d'animateurs de 4 professionnels ici à Calgary. Et nous allons parler aussi aux commerces locaux, aux groupes de jeunes ici pour essayer de d'étoffer un peu nos équipes. Et votre initiative a rendu la ville un peu plus vivable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Christy, en quoi est-ce que Whitby est plus vivable maintenant? Oui, on a fait un sondage avec les codes QR, vous savez, c'est très facile, hein, de les envoyer aux gens. Les gens les scannent et répondent aux questions. On a fait ça en partenariat avec, une boutique de crème glacée aussi. On a eu plus de 100 personnes qui ont répondu. 93 étaient super enthousiastes à l'idée du projet. Ils voulaient que ça se répète l'année suivante. Donc c'était un grand succès pour nous et quand ce genre de projet est en marche, on veut vraiment que ça fonctionne bien, que ça réussisse avec, un grand retentissement. Beaucoup ont expliqué qu'ils sentaient que l'espace était très sûr pour leurs enfants. Ils descendaient, allaient prendre une crème glacée avec, leur vélo. Les enfants pouvaient traverser la rue et aller au parc, sans danger. Ça a beaucoup rassuré les parents. Ils ont vu que leurs enfants pouvaient jouer sans danger dans la rue et dans leur quartier. On a eu beaucoup d'activations aussi. On a doublé le nombre de personnes qui, en général, passent du temps dehors dans cet espace. On a vu que des travailleurs de bureau se rejoignaient dehors aussi. J'ai pris quelques statistiques auprès des commerces. J'ai vu qu'ils ont connu d'une année à l'autre une augmentation de 15 de leurs, ventes et revenus et à mon sens, je pense qu'on a vraiment tissé des liens forts, très amicaux, très chaleureux avec les commerces, de la rue et du coin. Donc ça, c'était très enrichissant aussi et en général, l'atmosphère, l'effervescence était très chaleureuse, très salutaire. On a créé un espace qui faisait envie et qui était très accueillant et les gens ont beaucoup aimé ça. Oui, c'est la connexion communautaire. Ouais, tout à fait, je comprends, Kirsty. Et toi, Tracy? Oui, comme j'ai dit plusieurs fois,
Notre projet, c'est en fait, un prolongement de l'initiative Sécurisons nos écoles à Calgary. Et ça fait partie de l'activation. On met l'accent sur la sécurité des piétons, comment traverser la rue en toute sécurité, comment améliorer la traversée pour tous. Donc on a un urbanisme tactique, temporaire, par exemple avec des barrières de protection. Comme ça, les gens qui vivent dans la communauté peuvent voir comment ce serait si on réduisait la circulation routière à telle ou telle heure. Et certains usagers de la route sont plus vulnérables. Vous savez, les gens de 80 ans ou de 8 ans ont besoin d'un peu plus de protection. Donc ce qu'on veut, c'est que ces projets viennent en complément au travail que nous faisons déjà. Nous savons qu'il existe des problèmes dans notre communauté, la sécurité à une certaine intersection, ou des jeunes, des familles qui ne portent pas de casque à vélo, ou qui ne savent pas comment partager la route avec les voitures. Donc ça, c'est important de sensibiliser. Donc tout ça, ça fait partie du projet. Donc en plus du côté amusement, on tient aussi à éduquer tout le monde. Il faut que la communauté comprenne comment se déplacer de manière sûre, de manière active. Et c'est possible tout en s'amusant. Certains n'ont jamais même pensé à aller dans tel ou tel quartier ou de prendre tel ou tel chemin. Tout d'un coup, la communauté pense à cet espace différemment. Et c'est leur quartier, c'est leur bercail, donc c'est important pour ces gens-là. Il faut connecter tout le monde et aussi tenir compte de leur quotidien. C'est pas juste une ville ou une rue pour jouer, c'est pas juste temporaire, c'est vraiment fait pour améliorer les compétences, améliorer la sécurité, pour que les gens comprennent comment mieux se déplacer de manière plus sûre. Et ce sont ces projets qui vraiment peuvent augmenter le niveau de sensibilisation de la population. Prochaine question, comment est-ce que ces espaces actifs peuvent opérer une transition pré-pandémie, post-pandémie? Comment est-ce que le monde, post-Covid se présente-t-il? Est-ce que la société s'ouvre encore davantage? Eh bien, en ce moment, j'écris un rapport pour le conseil et nous recommandons une fermeture semi-permanente pour, le quartier. Et je suis ravi parce que le projet pilote de l'an dernier pour 2 mois était très réussi. Donc on va fermer sûrement de juin à mi-septembre, juste après notre, grand festival. Et je répète souvent que l'équilibre, c'est très important dans ce genre de projet. Je vois que certains nous disent: «Ah, il faut fermer tout le temps». Non, on n'est pas encore prêt à fermer 12 mois par an. Et vous connaissez nos hivers aussi. On a vu aussi qu'à la rentrée scolaire, l'enthousiasme commençait un peu à s'essouffler et la rue piétonne était un peu moins utilisée. Donc il faut toujours trouver un équilibre. Les besoins de la communauté doivent être, mis sur le plateau de la balance, comme ceux des commerces. Donc une, fermeture semi-permanente
a été envisagé. Beaucoup étaient favorables à l'idée. Il y en a qui ont pensé, par exemple, aux toilettes, portables, vous savez, les «bécosses bleues» entre guillemets, c'est ça qui peut aider, par exemple, les commerces à ne pas avoir à gérer toutes ces personnes qui viennent dans leurs toilettes de manière intempestive. Ça aussi, c'était une question. Il faut mettre des panneaux stationnement interdit devant certains commerces aussi. Donc écouter les commerces, ça aussi, c'est important et il y a quelques ajustements encore à apporter. On va réactiver certains espaces aussi, rajouter peut-être quelques kilomètres d'itinéraire pour, toujours garder ça frais et nouveau. On va rajouter des tables de baby-foot, des jeux de société, certaines, lumières, certains lampadaires, parce que certains ont dit que c'était un peu sombre, la nuit. Donc voilà certains ajustements, certaines améliorations que nous aimerions proposer et ça continue à évoluer et à un moment, peut-être qu'on va arriver à la fermeture permanente, on verra bien. Il faut commencer de manière très humble et puis ensuite, petit à petit, on grimpe les échelons. C'est un processus, graduel. Et pour Calgary, Tracy? Oui, je suis d'accord, ce genre de projet, ça semble temporaire et amusant, mais en fait, le but, c'est d'aboutir à un changement permanent, qu'il s'agisse, des bancs dans les espaces publics ou des trottoirs. Parfois, il faut plus d'endroits où garer les vélos et les trottinettes. Peut-être qu'il faut mettre, plus de patinoires pour les joueurs de hockey ou pour les patineurs. Ces événements doivent vraiment ouvrir la voie du changement. Comme j'ai dit, l'évolution est constante. Il faut que les gens voient ce changement se produire et ensuite, ça fait un effet de boule de neige. Donc ça commence par la ville de Whitby, ça commence par notre, initiative scolaire à Calgary et puis ensuite, ça commence à s'étendre. Oui, exactement, c'est ça qu'on veut d'ailleurs. Il y avait une autre question aussi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces rues soient ouvertes à tous? Les aînés, parfois, trouvent qu'il y a encore des barrières à l'accès. Qu'avez-vous fait pour, faciliter l'accès aux personnes âgées? Quelques conseils, quelques leçons apprises de vos projets? Oui, quand on a prévu nos espaces, en fait, on a parlé un peu avec nos coordinateurs et le jury était en fait, composé de représentants du communauté de centre-ville, communauté des minorités et cetera. Donc tout le monde était représenté. On fait tout pour, être le plus inclusif possible et c'est ça qui peut nous mener au succès. Quand on a mis des barrières sur, la route, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait une ouverture de 2 mètres et pas d'1,5 m pour que tout le monde puisse passer. On avait plusieurs types de chaises. On avait des tabourets, des chaises, plus, larges, avec la peinture murale. On avait plusieurs, artistes de différents horizons. Un artiste autochtone, par exemple, un artiste membre de la communauté LGBT. Donc ça, vraiment, ça témoigne
du niveau d'inclusion de notre espace. Il y a plusieurs façons de l'activer quand on planifie ce genre d'espace. Oui, tout à fait. Comme on a fait par le passé, on a inclus les échos que l'équipe d'accessibilité de la ville de Calgary nous ont donnés. Et nous avons tout mis en œuvre pour que les trottoirs, les rues soient ouvertes à tous. Un exemple très parlant, c'est que nous avons inclus une station d'activation avec plusieurs fauteuils roulants que les élèves peuvent utiliser. Et pour certains, c'est la première fois qu'ils ont utilisé des des fauteuils roulants mécaniques. Comme ça, ils peuvent comprendre ce que c'est que de se déplacer en fauteuil roulant dans ces espaces et de monter la chaîne du trottoir. Parfois, les trottoirs sont trop étroits. Par exemple, en avril, on a encore de la neige, par exemple. Ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'était très enrichissant, très révélateur pour ces élèves qui apprennent, qui se mettent dans la peau des personnes en fauteuil roulant. Parce que ça peut sembler simple de loin, mais quand on l'essaye concrètement, soi-même, on comprend que c'est difficile et on en tire des leçons. On ne sait jamais, ces jeunes peut-être qui vont participer à la planification du prochain événement de l'an prochain. Voilà pourquoi notre projet est toujours ouvert à tous. Très bien, formidable. Merci vous 2, Christy et Tracy. Je vais rendre la parole à Naomi. Merci, merci beaucoup. Merci Tracy, Gia, Naomi. C'était vraiment une excellente rencontre. Merci beaucoup. Nous avons énormément de questions dans le chat, donc je vais en poser quelques-unes. Donc je vais poser quelques-unes des questions et pour celles qui restent, nous allons les laisser pour la prochaine fois. Donc on va continuer encore 15 minutes. Donc Tracy et Christy, je sais que vous avez des relations très étroites avec, vos différentes municipalités. Oui, je vais commencer. Comme c'était un projet municipal, il y avait pas vraiment de tarifs. Mais si par exemple notre, ville était une ZAC, une zone d'amélioration du commerce, eh bien il y aurait des frais. En général, c'est lié aux frais de personnel parce qu'il faut le faire de manière légitime, il faut se conformer à certaines règles et fermer la rue en bonne et due forme et ça coûte quelque chose. Donc ça engage certains frais. Et encore une fois, ça dépend de l'envergure de l'événement, de la fermeture, du type de rue qui est fermée. Donc à Brooklyn, par exemple, l'autoroute 12 appartient à notre gouvernement provincial, le ministère du Transport de l'Ontario. Donc il y a quand même toute une logistique derrière et ces facteurs doivent être, absolument pris en compte. Oui, c'est la même chose à Calgary. Comme la ville est partenaire dans ce projet, ils s'occupent des permis et cetera, ils s'occupent des frais que ça engendre. Toutefois, il faut dire que notre budget du projet est assez large. On a prévu les impondérables, donc de ce côté-là, on est assez prévoyant.
D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que la question des coûts est importante, Kirsty et Tracy. Gia, qu'est-ce que vous voulez dire à ce sujet-là? Oui, quand la ville n'est pas partenaire, c'est difficile. C'est difficile d'obtenir les permis, de compléter le processus, et cetera. Mais quand la ville est partenaire, ça facilite particulièrement la tâche. Ça dépend aussi du projet. Parfois, il y a un coût et comme, Tracy l'a bien dit, il faut l'incorporer au budget dès le début. Prochaine question, qu'en est-il des marchés extérieurs? Est-ce que parfois l'activation, c'est un peu trop? Où est l'équilibre parfait? À Whitby, on a 2 marchés, un dans chacun des centres-villes, à Downtown, Whitby le mercredi et ensuite la demande était si forte à Brooklyn que notre association des, maraîchers a donné son accord pour en ouvrir un le samedi. On n'a pas choisi l'endroit, encore une fois, parce que c'est une route provinciale du ministère, donc pour fermer cette route, il nous fallait un peu plus d'espace qu'à Roebuck Street et une fois par semaine, ils vont à un différent marché chaque jour, donc ils sont très occupés, les vendeurs et en plus, il faut qu'ils s'occupent de leur, travail de culture de la terre en même temps, donc 1 fois par semaine, c'est l'idéal pour le marché. Oui et pour notre projet qui est un peu différent, bien sûr, on a créé une carte pour montrer où les activations vont se faire. Donc que vous soyez un enseignant qui est en sortie avec une classe ou un résident ordinaire, le soir ou le week-end, eh bien, vous savez ce que vous voulez voir. Donc si vous n'avez pas nécessairement envie de marcher ou de faire du vélo sur 2 kilomètres, eh bien, vous pouvez aller à la station qui vous intéresse. On fait toujours en sorte de garantir une variété et cette carte a été très utile. Et le personnel de l'école voulait vraiment savoir où c'était parce que c'est comme ça qu'ils ont prévu leur curriculum et ils ont tout prévu à l'avance. Super, merci. J'ai vu que Shannon a écrit sa réponse dans le chat. Est-ce que vous avez des données solides sur les rues de jeux et les rues ouvertes? Christy, je sais que vous avez des données très concrètes sur les restaurants et les commerces qui en ont bénéficié, mais est-ce qu'il y a encore d'autres sources, de données? Je sais que pour Panorama Hills, vous pouvez aller voir le site web de la ville de Calgary, donc allez-y. Et aussi pour les rues ouvertes de Edmonton, qui s'était fait en 2020. Je pourrais vous montrer ça. On a des données du groupe, d'organisation que le coordinateur avait partagé. Gia?
Oui, je vais vous revenir là-dessus parce que je sais qu'il y a des études sur les les pistes cyclables qui améliorent le commerce, des rues en général. Il y a des informations sur notre site web, mais il faudrait que je vérifie. Parfait, oui, si vous avez des ressources, faites-les circuler, ce sera très utile. Comme il nous reste peu de temps, on va encore poser 2 ou 3 questions. Une question concrète, par exemple sur, les trottoirs. Qu'en est-il? Oui, pour la peinture, on a utilisé de l'acrylique. C'était merveilleux. Mon élève l'a testé quelques semaines avant parce qu'on voulait voir si ça tenait sous la pluie. Il y avait la question de l'accessibilité aussi, voir si ça ne glissait pas trop. Donc ils nous ont donné leur matériel qu'on a ensuite passé à notre, artiste et à nos artistes et ils l'ont enduit après pour nous aider à rendre la surface antidérapante. On a fermé la rue pendant les mois de juillet, août, septembre. On a rouvert en octobre et aujourd'hui, on a vu que la murale avait complètement disparu après l'hiver. Donc c'est exactement ce qu'on veut en fait, que ce soit temporaire et c'est la meilleure option si vous cherchez quelque chose qui ne va pas rester ad vitam aeternam. Et pour Calgary, encore une fois, vous pouvez voir ça dans le document, Pave the Pavement et il faut demander le permis et utiliser de la peinture extérieure latex à base d'eau et envoyer des visuels pour, illustrer comment la rue sera après votre, travail artistique. Il faut également veiller à ce que ce soit antidérapant. Si ça glisse, vous serez, éliminé aussi et on dit que c'est temporaire, que ça va durer 3 4 mois à tout casser, mais vous savez, on a peint quelque chose en 2018 et certaines des marques que nous avions dessinées sont encore là, donc ça, il faut le savoir aussi. Ça dure. D'accord, j'ai une question dans le chat aussi. Quelles sont des bonnes idées pour activer la rue? Est-ce qu'il y a vraiment un remède, magique? Oui, je vais commencer. Oui, ce qui est très intéressant, c'est la méthode qu'on a utilisée à Brighton. C'est quelque chose qui marche déjà très bien depuis un moment. On est très content de travailler avec, Brighton depuis longtemps. On a un système, d'itinéraire très efficace, très fiable. On a réussi à sensibiliser la population sur, le déplacement sûr, à vélo, à pied. On a aussi des stations de conscience spirituelle pour, mieux se sentir dans sa tête, dans sa santé mentale. Donc voilà, certaines des initiatives, qui nous ont produit des résultats tout à fait satisfaisants. Et bien pour moi, Kirsty, je tiens à remercier vraiment My Main Street, c'est une autre des bourses qu'ils nous ont données, donc merci beaucoup. Et je trouve que c'est bien de voir le succès de ces projets qui se déroulent dans les communautés. Tout le monde les apprécie beaucoup
Et pour moi, c'est vraiment un projet de passion. J'adore voir les gens qui sortent dehors, qui profitent de l'espace et on voit vraiment le fruit du travail de plusieurs mois. On a vu la table de baby-foot, ce sera très amusant. On aura aussi des jeux de saute-mouton, de marelle, de serpent-échelle. Donc tout ça, ce sera très intéressant. Une des choses qu'on a faites, un des commentaires qu'on a eu, c'est que oh, les barrières qui ont été utilisées, c'était des barrières de béton qui étaient très laides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les peindre pour un peu rajouter un peu de joie et ça devrait plaire à la majorité. Il y a quelque chose qu'on a beaucoup appris de Panorama Hills, c'est les boîtes de lait. En fait, les caisses de lait, ça peut être très utile. Elle a trouvé un moyen de se procurer 100 caisses de lait et tout le monde a adoré ça. C'est devenu un énorme château de Lego et les gens se sont vraiment amusés toute la journée. Donc c'est très simple et les membres de la communauté ont adoré ça. Et c'est franchement touchant de voir ces scènes. Les gens veulent juste s'amuser un peu de manière différente de temps en temps. Oui, à Kitchener, en Ontario, on a fait 2 choses surtout qui se sont détachées. On a fait un feu à l'extérieur. On avait une cérémonie d'ouverture qui a été, dirigée par un aîné. Donc ça nous force à réfléchir aux usages multiples de ces espaces. Aussi à Kitchener, on a vu que c'était bon d'avoir un espace pour jouer et pour, prier. On a vu que le vendredi après-midi, l'imam de la mosquée est arrivé et a mené la prière de la journée et la communauté musulmane était, tout à fait active et ravie. Encore une fois, je tiens vraiment à remercier, tout le monde, tous ceux qui ont participé, nos intervenantes, Kirsty, Gia, Tracy, merci beaucoup. J'ai vu que le chat, déborde d'activités. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va faire de notre mieux pour répondre au reste des questions par écrit. 2 petits détails avant de conclure. Merci encore une fois. J'espère que notre séance de mobilisation pourra se répéter dans un mois ou 2. Donc restez attentifs. Nous vous inviterons et si vous voulez vous tenir au courant de ces plusieurs initiatives à Calgary, à Whitby, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que nous vous avons fourni. Cet espace est ouvert. J'espère que vous allez vous renseigner là-dessus et on a aussi plusieurs, newsletters, plusieurs messages que nous envoyons de mise à jour, d'informations et pour finir, nous allons faire un suivi juste après cette séance. Vous pourrez remplir le sondage que nous allons vous envoyer. Vraiment, nous valorisons beaucoup votre, opinion, donc vous avez l'occasion d'écrire votre, réponse, votre, feedback en français ou en anglais. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup encore une fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci.